duo de réalisateurs qui fait du genre sa passion, on va dire, un producteur dont c'est la passion aussi de produire des films de genre, et on est quand même dans la région du film de genre. Donc Fabrice, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as fait pour construire un petit peu, parce que c'est une adaptation d'un roman, donc un petit peu nous raconter juste comment tu es passé du roman à ce travail de scénario et de mise en production du film. Le parcours un peu, peut-être du combattant, si je peux parler de ça en termes de genre. Merci Marie-Lise. Ça marche? Ouais. Déjà, bonjour tout le monde. Alors, le parcours du combattant a été plutôt assez rapide et serein sur ce film, ce qui est quand même assez rare. Donc en fait, en mars 2021, Alexis Lebsker a sorti un roman qui s'appelait Le Mangeur d'âme, que j'ai lu, que j'ai adoré. On a décidé de prendre une option. Pas de réalisateur vraiment attaché au projet. Moi, ce que je voulais, c'était développer effectivement, faire l'adaptation et écrire le scénario. On a engagé 2 jeunes scénaristes, Amis Battrel et Ludovic Lefebvre, avec qui j'avais déjà travaillé. Eux ont écrit 2 premières versions du scénario. Et ensuite, j'ai proposé le film à Julien Alexandre, avec qui j'avais déjà travaillé, parce que j'avais produit Aux yeux du vivant leur 3e long-métrage. Et puis voilà, je les adore tous les deux. Enfin, c'est toujours un grand plaisir de faire des films avec eux. Ils ont un univers vraiment très très riche et je pensais que ça collait très très bien au projet. Et en fait, dans le roman, donc, ça se passe en moyenne montagne. Il n'y a aucune indication de lieu réel dans le roman, la ville n'est jamais citée, etc. Et très très rapidement, du fait de l'environnement, des paysages, de l'aura mystérieuse, un peu surnaturelle qui avait lieu autour de l'histoire, assez rapidement on s'est remonté effectivement vers la région Grand Est, et en particulier les Vosges. Moi je suis des Ardennes, et les Ardennes ça aurait peut-être pu le faire aussi, mais après on avait vraiment envie de tourner Gérardmer, moi je suis comme Julien Alex, ça fait des années que je vais en festival, et c'est vrai que la région autour est vraiment très très mystérieuse. Tu avais un petit peu repéré, puisque du coup tu es un peu en amont toi, du projet par rapport à Julien Alexandre, du coup tu avais déjà un petit peu repéré les décors en venant différents. Donc en fin mars 2021, on a pris les droits du roman. Début avril 2022, je suis venu avec Anise et Ludovic pour qu'eux écrivent donc la 2e version du scénario en s'inspirant de décors qu'on voyait sur place, etc. Et puis ensuite, on est revenu, une fois que Julien et Alex ont été partants pour faire le film, eux se sont appropriés le scénario. On est revenu faire des lectures ici avec les scénaristes et Julien et Alex, et des repérages en même temps. Et donc Julien et Alex après se sont appropriés aussi le scénario, ont écrit la version de tournage en fait, et tout en continuant à faire des repérages, etc. Vous pouvez nous redire un petit peu les lieux, parce que vous avez bossé un petit peu, Fanny, j'imagine que tu as un peu bossé toi sur les décors, tu as accompagné un petit peu ça, il y a eu un travail un peu... Toi tu connaissais beaucoup Fabrice, mais j'imagine qu'il y a des choses qui t'ont été proposées aussi par l'Académie des tournages, des choses comme ça, et surtout, vous n'avez pas tourné que à Gérardmer, il y a cette fameuse scène finale. Partout dans les Vosges en fait. Mais pas Gérardmer. Si, Gérardmer un tout petit peu. Ouais, un petit peu. En fait au départ on devait tourner plus près de Gérardmer, en fait au fur et à mesure on s'est éloigné, et effectivement avec le repéreur et le bureau des tournages de la région, ils nous ont proposé des choses assez incroyables. Moi j'avais jamais entendu parler de l'Altenberg, et puis effectivement quand on est allé avec Julien et Alex, ils ont été très enthousiastes. On a été hyper bien reçus, et c'est vrai vraiment par tous les gens de la région, par les maires des villes. On a tourné à Senones, on a tourné à Plombières, on a tourné à Saint-Amé, voilà, on a tourné dans vraiment plein d'endroits. Enfin partout on a été super bien reçus, et surtout les décors étaient juste vraiment chouettes. Ils servent vraiment l'histoire, et ils ont été magnifiés. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une séquence quand ceux qui ont vu le film, quand Virginie Ledoyen avant descend dans l'église, elle descend l'escalier. Ouais, c'est beau, on se croirait dans l'exorcisme, enfin, c'est vraiment super chouette. Alors juste avant de vous donner la parole, je voulais, Fanny, justement, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, ton rôle à ce moment-là, quand Fabrice te contacte, il y a déjà une grosse partie, c'est qui te contacte d'ailleurs? C'est Fabrice ou c'est les réals, enfin, comment t'es arrivé sur le film, et ton rôle au moment où le film se lance, toi tu arrives quand même avant que le film soit en tournage, donc juste un petit peu réexpliquer la chronologie de ton métier, voilà, et puis nous dire justement comment tu as travaillé un petit peu sur les décors, parce que moi, ma première question, un petit peu, pour autant, on reçoit pas mal de films de genre et on en lit beaucoup, mais je me demande toujours comment, est-ce que c'est plus difficile
d'aller voir un propriétaire et lui dire voilà, est-ce qu'on le dit qu'on va faire un film de genre, enfin voilà, est-ce que c'est plus compliqué pour toi d'aller voir un petit peu les propriétaires pour les décors ou pas du tout? En fait, ça change rien, c'est que finalement il faut. Dans l'ordre des choses, en fait, moi c'est pas Fabrice qui me contacte directement parce que j'étais régisseuse adjointe sur le projet et comme tout corps de métier, c'est un peu gradé. Donc le régisseur général s'appelait Sylvain Sastre, qui lui était parisien mais avait déjà tourné un petit peu dans la région Grand Est. Et donc il a eu contact avec le directeur de production. Donc en fait c'est le producteur, le directeur de production, le général, et après moi j'arrive à ce moment-là. Donc un peu plus tard quand même, j'ai en général un mois, voire 2 mois de préparation, ça dépend du projet, et des décors qu'on choisit ensemble au fur et à mesure des repérages. S'il y a des choses plus compliquées ou pas, l'Altenberg notamment a été vraiment plus compliqué parce qu'en termes de sécurité, voilà, il y avait quand même quelques petites choses à voir. Après, effectivement, on a des décors parfois plus sensibles à négocier. Alors, tout dépend du genre. On a eu parfois des craintes de mettre trop de sang quelque part et de ne pas avoir de maison. Ouais. Le chalet Maublanc, on a eu un peu peur de mettre un peu de sang sur un décor qui est quand même magnifique. Et on sait que c'est un chalet que le propriétaire aimait beaucoup, puisqu'il avait construit de ses mains. Voilà. Donc, oui, non, il est toujours en très bon état, hein, je tiens à vous rassurer, on l'a rendu parfaitement bien, je crois. En tout cas, pas de retour à ce sujet, mais c'est ce qui est. En fait, on part d'un principe, moi je suis régisseuse, et que ce travail à la régie, c'est effectivement de faire en sorte que nos réalisateurs puissent faire ce qu'ils veulent, artistiquement, et techniquement aussi, puisqu'il y a un aspect technique qui apparaît, et sans effrayer les gens. Pouvoir prendre un décor chez un particulier et le rendre exactement comme on l'a vu. Vous venez depuis des années, j'imagine, à Gérardmer. On a eu quand même cette chance d'avoir le film en sortie mondiale, au final, hier. C'est ça, c'est une première mondiale. Presque. Deuxième. Presque. Ah mince. Française, bon, c'est pas grave, c'est quand même génial. Donc on est, voilà, mais vous aviez jamais eu de film qui était pris à Gérardmer en sélection, si je me trompe pas. Si. Non, on n'a jamais. Donc c'est à chaque fois, c'était vraiment. C'est votre première mondiale quand même de Gérardmer. Ouais, à chaque fois, on rêvait de ramener un film à Gérardmer, mais ça, c'était pas possible. Cette sorte de planning, soit le film était pas terminé, soit déjà sorti. Ouais. Donc, ça se goupillait mal à chaque fois. Donc c'est celui-ci. Tourné chez nous. Voilà, donc, on était obligé de venir avec ce film. Ah, voilà. On ne peut pas trop faire autrement. Et donc ça fait quoi de venir tourner dans ce... parce que vous n'êtes quand même pas, vous n'avez pas tourné très loin du lieu du festival, qui est quand même... Comme disait Fabrice, on a vraiment tourné dans plusieurs spots différents. Ici à Gérardmer même, on a tourné en fait... alors je sais pas, tout le monde a vu le film, non? Je ne vais pas trop spoiler, mais il faut le voir. Il y a plein de gens qui ont dit non. Ah ouais. Mais on est là pour vous donner envie d'aller le voir. Ah, on va spoiler un peu des trucs. Mais par exemple, le chalet, pour ceux qui ont vu le film, le chalet où se déroule la bagarre entre Paul et un des antagonistes du film, qui se bat avec lui contre une hache, etc. Le super beau chalet. C'est un chalet qui est assez incroyable, vraiment, qu'on a visité, qui est mais à 300 mètres d'ici, en fait, qui est vraiment sur les hauteurs, là. Qui est en location Airbnb, tu vois, donc si vous voulez après... Tu fais de la pub Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, il y avait des gens juste avant nous, juste après, donc il fallait le rendre impeccable, parce que c'est des boiseries ultra rares, etc. Et nous, on s'est dit, merde, comment on va faire, parce qu'on doit foutre du sang partout. Et ça, c'était un vrai défi, justement, pour toute l'équipe, pour la régie, c'est-à-dire... quand tu prends il faut rendre en état, sinon il faut... C'est ce qui fait que vous pouvez revenir après. Ouais, parce que sinon ça nous met vraiment dans l'embarras. Donc, parce qu'il faut savoir que le film a été tourné intégralement dans les Vosges et intégralement en décor naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de studio. Ouais. Généralement, les scènes d'intérieur au cinéma, pour des questions de logistique, de confort des comédiens et de confort de mise en scène, on les fait en studio. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de latitude après, on peut bouger des lueurs qui sont des photos, des feuilles, comme ça, pour pouvoir mettre nos caméras un peu où on veut. Et là, en fait, on s'est retrouvé dans une configuration où vraiment il fallait nous s'adapter complètement aux décors, qui étaient tous vraiment des décors réels, dans leur jus. C'est ce qu'on cherchait avec Julien, une certaine authenticité. C'était le but, quoi, tu vois, vraiment
faire un Oui, film bah. 100%. Mais par exemple, la maison là, du couple, pas spoiler, mais la maison du couple, c'est une maison qui est habitée ou c'est des maisons, vous avez trouvé aussi des endroits qui étaient vides qui vous permettent un petit La peu maison du début, hein. Ouais. Alors c'était une maison, non, c'est une maison qui était à vendre. Donc voilà, ça vous Inhabitée. permet de prendre un peu de place. Voilà, mais par contre, elle était à vendre. Donc, Oui, il fallait pas la. donc et après les traces de sang partout sur les murs et sur le sol, donc on a mis notre propre papier peint, on a vraiment protégé les sols, etc. Parce qu'il fallait la rendre nickel, parce qu'il y avait des visites. Donc après, si tu fais des visites avec des traces de sang partout, tu Ah, vois. mais c'est une maison qui a été décor d'un film, c'est quand même pas. Voilà, pour vendre, peut-être que ça. Donc voilà, c'est. Et là, ça a été. Petite anecdote autour de ce décor, parce qu'il y a un double décor, parce que dans le scénario, en fait, l'enquêteur, Paul, va à un moment interroger la voisine de ce couple. Et c'était pas dit qu'on trouve une maison adéquate, tu vois, à côté. Et, mais en fait, c'est en repérant, justement. C'est en repérant justement qu'on s'est dit, mais attends, la maison d'à côté, elle est nickel, ça serait super pour que ça soit la maison des voisins, parce qu'elle est vraiment à côté, etc. Mais c'était pas prévu. Du coup, et ça, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des bons régisseurs, c'est que tout de suite, il faut être très réactif. Donc on va sonner aux portes, on laisse, est-ce que ça vous dirait qu'on peut tourner dans votre maison? On fait vraiment du porte-à-porte, tu vois. Et donc, et en croisant les doigts souvent pour que les gens disent oui, là c'était le cas, donc c'était plutôt rigolo. Et du coup, il n'y a pas de. Enfin, quand c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu dis quand tu vas voir un propriétaire? Est-ce qu'il y a des choses que tu racontes du film que tu racontes pas pour un petit... Généralement, c'est pas nous, c'est vraiment Ouais. les régisseurs qui s'occupent de ça. Et j'imagine Vous dites pas tu tout, as Fanny. le corps un peu. Si. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de la réception en face, en fait. On se dit souvent qu'on veut être le plus honnête possible, parce que ça sert à rien de cacher, et que la plupart du temps, on laisse l'opportunité aux propriétaires de voir ce que c'est, parce que c'est intéressant de comprendre, de voir l'envers du décor, en fait, tout simplement. Donc on n'a pas à retirer cette chance-là, parce que je considère que c'est toujours une chance de pouvoir voir derrière. Et du coup, on est très souvent bien accueillis. Donc ça joue aussi sur l'envie de frapper à la porte d'à côté et de négocier un petit peu, quoi. Surtout dans les Vosges. Surtout dans les Vosges, je pense à des endroits comme la Bourgonce dont on n'a pas parlé, ou à Moussé. La Bourgonce où on a fait la Syrie, Moussé où on a fait quelques courses-poursuites. Les mairies, enfin tout le monde nous a accueillis vraiment à bras ouverts et ça nous aide énormément en fait pour pouvoir se sentir bien. Après, je pense que c'est enfin, il y a beaucoup de tournages, c'est une région quand même qui accueille, c'est pas du tout, je fais pas de la promo, mais en tout cas les Vosges c'est quelque chose qui attire beaucoup pour tourner, donc j'imagine aussi que les gens peut-être connaissent un petit peu mieux les coulisses. Ça fait moins peur, Voilà, ça fait moins peur, c'est sûr. Après, il y a toujours un peu de la réticence, enfin, ce qui est normal, on donne pas sa maison comme ça à 45 personnes qui arrivent pour une semaine, avec le changement de papier peint du jour au lendemain, du sang au mur ou je ne sais quoi, mais non, on a de la chance. Merci. Petite question encore pour vous, puis après je voudrais poser une question à Paul. Comment vous travaillez tous les deux Vous êtes toujours à deux. Là, sur ce film-là, vous n'avez pas écrit. Souvent, vous écrivez, vous réalisez. Si je ne me trompe pas, j'ai un petit peu travaillé quand même. Un petit peu. Un petit peu. Comment, par exemple, hier en voyant le générique, je me suis dit, est-ce que de temps en temps vous changez, c'est une petite question de curiosité, est-ce que de temps en temps vous changez, c'est d'abord toi en premier et Alexandre, ou alors des fois Alexandre en premier et... comment vous faites quand vous... Parce que vous êtes toujours à deux, donc hier c'était Julien Maury et un film de Julien Maury et d'Alexandre Bustillo, est-ce que des fois, le film d'après, vous vous dites, on change? Non? Voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes tout le temps à deux partout, donc vous allez voir les décors tout le temps? Ou est-ce qu'il y a des choses, vous avez des sujets de prédilection quand vous réalisez, quand on co-réalise, voilà, est-ce qu'il y a des choses, il y a un choix qui se fait par exemple pour le casting, est-ce que vous êtes tous les deux vraiment avoir tout, enfin tester le cast, je sais pas comment, le casting. Est-ce que vous travaillez la même chose sur le scénario? Est-ce que vous voulez voir les décors ensemble pour pouvoir vous assurer ensemble d'avoir un avis ou vous faites confiance à l'un des deux pour autre chose? Voilà, une petite question, je voulais voir un peu comment vous travaillez à deux. En fait, c'est notre 7e long métrage, donc en gros, on a vraiment développé une manière de travailler, mais
assez instinctive, c'est-à-dire que sur notre premier film à l'intérieur, on a appris à se connaître et à travailler ensemble, et finalement à se rendre compte que on était pas du tout à se répartir les tâches, c'est-à-dire que en fait on se pose les questions ensemble, les problématiques ensemble, on essaie de toujours, en fait deux cerveaux c'est toujours plus efficace que un. Sur un plateau c'est en permanence des imprévus, et donc du coup que ce soit donc à toutes les étapes, donc au niveau de l'écriture on écrit ensemble, le casting t'en parlais, évidemment on le fait ensemble. Non c'est Il n'y a pas un bad cop, good cop, il n'y a pas de... Non, en fait, le truc c'est que... C'était qui le méchant sur ce tournoi? C'était Paul. Et Ah non, je parlais de toi. Non, en fait... en fait, on essaie de... En gros, il n'y a pas de répartition des tâches, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus technique et l'autre artistique. Voilà, c'est-à-dire qu'on se concerte en permanence. En fait, on prépare beaucoup en amont avec Alexandre pour essayer justement d'être au diapason sur le plateau, de ne pas avoir de dissension devant les comédiens, devant l'équipe, de pas se... Voilà, on essaie d'être vraiment sur la même ligne. Et puis ça nous sert beaucoup, notamment sur ce tournage-là, parce que on l'avait déjà fait auparavant sur d'autres films, mais là en fait on avait un plan de travail qui était assez serré, et on a dû se séparer pour plusieurs scènes, et donc notamment tourner parfois en même temps, à 5 mètres l'un de l'autre. Donc voilà, donc on est, comme je disais, on se prépare beaucoup en amont, on découpe, donc on sait exactement. Moi j'ai une confiance absolue en Alexandre, et réciproquement, et donc du coup on sait très bien dans quelle direction on va aller, et ça nous permet du coup d'avancer plus vite et d'avoir un rendement plus efficace, et notamment sur ces moments où on a dû couper l'équipe en deux. Quand tu dis que du coup vous avez coupé l'équipe, c'est parce que vous n'avez pas obtenu le budget nécessaire pour faire plus long, ou c'est parce que finalement c'était comme ça, c'était par rapport à la durée des décors et des comédiens, la disponibilité des comédiens? Ouais, en fait il y a plein de raisons, et notamment en fait il y a un truc qu'on a un petit peu évoqué là tout à l'heure, mais sur les différents lieux de tournage. C'est-à-dire que quand on repère, il y a aussi un principe de pragmatisme, de faisabilité. C'est-à-dire que nous, on avait repéré parfois des décors, mais qui étaient beaucoup trop éloignés les uns des autres. Et donc, il faut déplacer une équipe. C'est très long, c'est très lourd. On a des camps de base, donc des lieux avec des hôtels pour loger les gens, les comédiens, les techniciens, mais on a aussi tous les camions. Et donc, on ne peut pas se permettre, dans une journée, de changer de lieu. Donc c'est souvent ça qui a guidé le fait aussi de se séparer, c'est-à-dire qu'on savait qu'on n'était qu'un nombre de jours restreint dans un village, et on avait plusieurs scènes à faire, et donc on s'est dit il faut absolument qu'on les rentre là en 2 jours, donc on se sépare, et on est obligé, on n'avait pas le temps physique de pouvoir... Oui, d'accord, donc ouais, je pensais pas que vous étiez... Mais du coup, ça c'est assez rare, ce que tu dis, en fait, le fait de vous séparer sur des décors à proximité, mais pas trop éloignés, mais de ne pas pouvoir le faire ensemble, c'est pas tout le temps comme ça. Pas du tout, non, et au contraire, on n'aime pas ça du tout avec Alexandre, parce qu'on est très fusionnel et on s'amuse beaucoup en tournant. Ouais. Et quand on parle avec nos amis réalisateurs, à chaque fois, nous on trouve ça en fait assez triste d'être tout seul. C'est-à-dire que, Alexandre c'est mon meilleur ami, et donc moi ça fait partie aussi du plaisir de la réalisation, c'est le partage en fait. C'est quand on arrive à obtenir un plan qu'on voulait, je suis trop heureux de me tourner vers Alex et de lui faire regarde, ça y est, on a réussi, on l'a obtenu. Quand on est seul, tu fais ouh yeah, je l'ai eu. Et donc, je sais pas, je pense que c'est un truc classique, c'est-à-dire que c'est toujours. Il y a plein de gens qui adorent, par exemple, je sais pas, partir en voyage seul, mais moi, par exemple, je préfère partir avec des potes, tu vois, quand tu vois un beau paysage, quand tu fais, tu partages, tu fais, ça y est, on a gravi la montagne ensemble, on est content, on est en haut, quand t'es tout seul, je suis trop
trop fort. Donc voilà, moi ça fait vraiment, en tout cas, vraiment partie de ta façon de travailler. En fait, ouais, et du plaisir à le faire, vraiment. C'est-à-dire que quand on prépare un film, moi je me projette en me disant ah, ça va être trop bien, ça, on va s'éclater là-dessus, on va se marrer. Enfin, tu vois, c'est vraiment une dynamique de duo en fait. Moi, voilà, moi personnellement, et Alex non plus, ça ne m'amuserait pas de réaliser tout seul en fait. Voilà. Justement, ça se sent pour les techniciens derrière aussi, que c'est une aventure pour vous, et vous nous embarquez dedans, et en fait c'est un plaisir de le faire avec vous. Moi c'était la première fois que je travaillais avec 2 réalisateurs. Forcément on se pose des questions au départ, on se dit bon, est-ce qu'ils vont se crêper le chignon en permanence? Mais vous, en fait ça a été pour tout le monde, je pense, un très bon souvenir. C'est pour ça que ça me donne envie de revenir et de parler du film, parce que vous êtes super, voilà, faut pas le cacher. Non, c'est toi qui es super. Ah, c'est super. C'est super. Non mais en fait, c'est un principe très simple, c'est-à-dire que avec Alexandre, on vient pas du tout de ce milieu, du milieu du cinéma, c'est-à-dire qu'on n'a pas des parents qui travaillent là-dedans, ou des oncles, des cousins, et donc on le fait d'avoir la chance de pouvoir en vivre et d'en faire notre métier. Pour nous, c'était un rêve d'enfant, et donc en fait, on n'a jamais perdu de vue le fait qu'on était des privilégiés en fait, et qu'on avait une chance folle de faire le métier de nos rêves et de se réveiller le matin et de se dire on va faire un film. Et donc du coup on est heureux en fait, on est heureux d'être là, on est heureux d'être sur un plateau, on est heureux de retrouver l'équipe le matin, on est vraiment sincèrement heureux, c'est-à-dire qu'on est comme des enfants dans un magasin de bonbons, en fait on a envie de plein de trucs, on a envie d'essayer des choses, on a gardé vraiment ce sentiment de se dire voilà, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit d'être énervé, on n'a pas le droit de mal parler, donc et puis effectivement ça joue d'être avec son meilleur pote, c'est-à-dire que c'est cool quoi. Vous affrontez à 2. Bah voilà, quand il y a des problèmes, affronter à 2 c'est mieux, et quand il y a des joies, c'est encore mieux aussi. C'est comme un doudou. Je vois pas trop le métaphore, mais oui, si tu veux. Merci. J'ai d'autres questions, mais je voudrais quand même demander à Paul avant de lui donner un peu la parole. Alors moi j'aimerais juste en rajouter là-dessus. Ben voilà. Une petite couche. Il trépide depuis tout à l'heure. Vous Enfin, voulez parler, j'ai peur. non mais c'est une belle couche. Je vais mettre de la crème là-dessus. Parce que pour moi, ça a été... je dirais pas que c'est 2 cerveaux, c'est le cerveau droit et le cerveau gauche. Ils fusionnent. Si quelqu'un connaît Dragon Ball. C'est le matin, il fait fusion. Et il y en a pas... Non mais c'est... Quand on travaille avec 2 réalisateurs, on se dit toujours, il y en a un qui va avoir une idée, l'autre une autre, et puis à un moment, ça va clasher, même de façon... clasher de façon sympathique, là jamais. C'était simple, s'il y en a un qui a envie de faire quelque chose, eh ben, on lui donne le droit, l'autre lui ouvre la porte, et ils s'ouvrent la porte mutuellement, et c'est merveilleux de voir ça, parce que ça donne confiance à toute l'équipe. Et dès le début, quand vous étiez dans la phase de préparation, etc., ça c'était dès le début, ce ressenti agréable justement de leur Moi j'étais pas dans la connivence. préparation. Moi c'est le jour du tournage que j'ai vu ça. Il prépare rien. Non mais j'ai pas préparé avec vous. On n'a pas fait de... Ce que j'allais dire, mince, c'était ma question, comment on se prépare sur un film de... Moi je me suis préparé. Ouais. Non par contre, ils sont tellement en connivence que l'acteur est un petit peu mis de côté, par contre. Au niveau... Il n'y a pas de... Justement, quand il y a une belle scène, ils se regardent tous les deux, ils font « Ouah, génial !» et toi, t'es à côté. C'est un petit peu moi qui ai... Elle fait « Ouais, Paul, ça va on va passer à autre chose maintenant. On va pas laver notre linge sale en public. On va tourner Virginie. Non, mais... Ah, bon, c'était le petit côté négatif. Ouais. C'est voilà, je me suis senti un petit peu à côté. Pas vraiment dans la team, pas dans la team quoi. Dites-lui que vous l'aimez. Je prêche le négatif pour embellir. Non mais alors du coup Paul, moi je vais dire vous parce qu'on se connaît pas, donc je suis frère. Ah bon alors je dis tu, je peux dire tu. C'est mieux. Voilà. Paul, est-ce que tu t'avais déjà, je sais que tu es déjà venu tourner en Lorraine, enfin en Grand Est, pardon, oh là là, en Grand Est. Je sais aussi que tu as tourné avec un réalisateur, je veux dire alsacien quand même, c'était avec Romain Cogitor. Ah oui. J'ai un peu travaillé quand même mon sujet. Pas mal.
Donc tu connais quand même un petit peu aussi ce territoire, mais est-ce que tu avais déjà fait des films de genre? Bah, j'ai fait un court-métrage de genre. Chez nous, du coup. Chez vous. Mhm. Et j'ai fait... en fait, j'ai tourné juste avant un film noir. Et puis j'ai fait beaucoup de films de genre, en fait. Ouais. Enfin, j'ai fait des films... J'ai une filmographie un peu spéciale. J'ai pas vraiment de films... Donc tu fais tout, tu fais tout. Mais c'est pas un choix, hein. C'est pas... C'est parce qu'on te met là-dedans en fait. C'est parce que je rencontre des réalisateurs qui m'ont proposé des projets qui m'ont plu. Et ben, ça a souvent été des projets personnels, des choses, des aventures et des histoires un peu hors du commun. Ouais. Et là pour ce rôle quand même, donc tu as un rôle d'un gendarme. Comment tu as préparé ton personnage? T'es allé un petit peu, enfin, est-ce que tu l'as travaillé avec des gens du métier ou pas du tout? C'est plus du ressenti que tu as joué. Et puis tu as aussi c'est pareil, je ne vais pas spoiler, mais tu as quand même. D'ailleurs, je ne vais pas le spoiler parce que je trouve que c'est ce qui porte un peu quand même le film, ce qui est en secret dans ce personnage. Donc comment tu l'as un peu travaillé? C'est quelque chose de différent de travailler un personnage un peu comme ça qui a un gros secret à garder, ou est-ce que non, en fait, finalement c'est le talent du comédien? Bah, il y avait un choix à faire. Parce que le personnage que je joue, il y a beaucoup de couches il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, il y a un grand vécu, et je savais pas si je voulais jouer... Putain, comment ne pas spoiler? C'est dur. Oui, vous bouchez les oreilles, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas vu le film, Voilà. n'écoutez pas. Merci. Non, mais je savais pas si ça devait être, si le mec devait être un bon menteur ou désolé, ou un mauvais. Mais au final, c'est dans la préparation. Déjà, j'ai discuté avec Annelise, qui est une des scénaristes, qui est gendarme, de réserve. Parce que j'avais quelques questions, mais c'était très technique. Et au final, mon personnage, ce qu'il porte, c'est son vécu. Et c'est plus sur son vécu que j'ai travaillé. Alors c'est un vécu que j'ai pas eu. Et en tant que comédien, il y a différentes façons d'aller travailler en fait son imaginaire et travailler tout, en fait, de devenir quelqu'un d'autre. C'est ça tout le challenge, c'est d'arriver à devenir quelqu'un d'autre, ou en tout cas de porter cette autre personne et de le magnifier, de l'aimer, bien sûr, mais surtout de pas se rétamer. Oui, que ce soit pas trop visible, enfin, Pas que ce soit trop naturel. visible non plus, il faut que ce soit dedans, donc ça doit être en soi, de manière à ce que certains mots, certaines situations déclenchent des émotions. Et comme ça, ces émotions, elles viennent de façon un peu inconsciente. Et donc quand on joue, ça transparaît, mais c'est pas non plus... Oui, c'est pas trop... Enfin, oui, ça fait naturel, quoi. C'est vraiment... pas... On ne peut pas non plus percevoir, tiens. On sent qu'il ressent quelque chose d'étrange ou d'anormal ou qui dénote. Et puis donc, quand on comprend pourquoi, et ben ça prend du sens. Voilà. Ouais. Non, c'est très abstrait. Hein. Et d'ailleurs, alors... C'est bizarre de ne pas spoiler. Bah oui, c'est pas facile. Ouais. Mais comment c'est tourné justement parce que justement cette scène finale où on comprend pourquoi, c'est tourné à la fin ou c'est tourné parce que des fois on déconstruit dans un tournage. Là, vous avez fait comment? Vous avez décidé direct de laisser la tension venir au moment du tournage, enfin pendant le tournage, et tourner le final à la fin? Ou est-ce que c'est tourné au tout début, cette scène finale comment... Elle a été découpée en deux. En deux? Ah ouais. Je peux répondre? Non, alors il y a une scène finale qui est très chargée en émotions et la fin de cette scène a été tournée au début du film et le début de cette scène a été tourné à la fin du film. Ah ouais, donc vraiment vous avez quand même déconstruit le personnage. Non? C'est pas vrai? Ah ouais? Ah bon, il ment? Non, c'est la sortie de l'Altenberg, elle a été tournée un des premiers jours. Et donc il fallait porter toute l'émotion du film
presque le 3e jour de tournage. Et ça a été assez costaud, notamment à cause du clapeur qui avait un accent marseillais. Et c'est devenu fou. Et au début, je comprenais pas, je pensais qu'il me faisait une blague. Je croyais que c'était un bisoutage. Mais bon, ça a permis de rendre l'équipe un peu plus fusionnelle et de se connaître de façon plus intime très rapidement. C'est vrai? C'est vrai. Vous aviez choisi un Marseillais? Vous aviez choisi un Marseillais? Non, il n'y a même pas de Marseille. Mais mais pour revenir un peu à ta question, Alix, en fait, il faut savoir donc un film, ça se prépare avec un plan de travail. Un plan de travail, c'est juste en fait un découpage jour par jour de ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va le faire. Et évidemment, en fait, on peut pas, à moins de tourner en studio intégralement, c'est très difficile de tourner un film chronologiquement. Et en fait, c'est ce désordre de la chronologie dans laquelle on tourne, c'est imposé justement par les décors. C'est-à-dire que nous, on va pas tourner, par exemple, si une scène dans le film se déroule à un point A et que, je sais pas, 20 minutes après dans le film, on revient, par exemple, sur ce même décor, on va évidemment, tu enchaînes. Pendant le tournage, on fait tout par décor, en fait. On va pas revenir après sur un autre décor, etc. Donc c'est en fonction des disponibilités des locations, des lieux sur lesquels on allait, qui fait que en fait, le film est tourné totalement dans le désordre. C'était imposé, entre guillemets, par une sorte de... Mais de temps en temps, il y a des scènes un peu fortes. Vous essayez pas de sacraliser certaines scènes en vous disant, bon bah ça, va falloir que l'équipe, justement, quand le comédien, la comédienne, il faut qu'ils se connaissent mieux, pour que ça se dégage mieux, enfin voilà, qu'on leur donne un petit peu un confort. On aimerait dans l'absolu, mais des fois, on y arrive parfois, tu vois, à bidouiller le plan de travail en essayant de se dire, attends, là, c'est alors Paul, en fait, c'était la 2e semaine que tu as tourné à la fin, pas la première, mais c'est vrai que c'est relativement dès le début du tournage, quoi. T'es en train d'enlever toute la magie de la performance. Évidemment, c'est un confort de tourner chronologiquement pour les comédiens, parce qu'ils peuvent vraiment rentrer dans le truc, c'est un crescendo le film. Mais là, on n'avait pas vraiment le choix. Et donc, on s'est retrouvé effectivement à tourner des scènes de la fin au début, etc. C'était vraiment imposé parce qu'à telle date, on doit être sur tel décor, parce qu'après, on changeait de ville. Donc là, par exemple, on a changé, nous, ce qui est très rare sur un film, c'est même la première fois, je crois qu'on a changé 4 fois d'hôtel, parce qu'on se bougeait, on allait à Senones, après on allait à... Oui, c'est grand, hein. Etc. On venait à Gérardmer, à la Candag, etc., au col de la Chourte. Donc tu vois, il fallait bouger toute l'équipe. Donc on ne peut pas revenir après sur un décor. Donc il faut enchaîner sur le décor, tout faire, et après on change de décor. Mais ça vaut pour tout le monde, hein. C'est pas que les acteurs qui doivent changer de... Oui, c'est l'équipe. C'est l'équipe entière. Et comme on disait tout à l'heure, le fait qu'eux ils soient soudés, et ça donne confiance à tout le monde. Et on les suit les yeux fermés. Tout ça, c'est mieux quand même. Comment? Ils partent pas sans vous. C'est chaque fois qu'on est parti sans toi. C'est vrai? Ouais. Je me souviens parce qu'au début du film, Paul fait de l'autostop sur une route déserte. Donc on tourne les plans, mais on voulait des plans intérieurs en voiture, donc on met la caméra dans la voiture, puis on passe devant Paul, qui fait du stop. Et tout le monde rentre à la cantine manger. Vraiment, c'est Paul. Oh merde! On est sur la route! Il était très. J'étais un peu énervé. Il était un peu vexé, honnêtement là. Mais t'étais tellement bien dans le rôle d'autostoppeur qu'on s'est dit, bah, il va rentrer par cette route. Non, et puis... Quelqu'un qui va s'arrêter. Il y avait des... C'était le seul, tu pouvais courir. C'est peut-être qu'ils se sont dit. Non, mais en plus, il y avait des régisseurs qui étaient passés devant moi. Et j'ai fait stop pour qu'ils me prennent, mais ils ont cru que j'étais un autostoppeur. Et je me suis mis à marcher, et j'étais en fait en bas du col, et je me suis mis à marcher. Et à un moment, je me suis allongé dans l'herbe, et au bout de 20 minutes, c'était pas possible. Et là, je me rends compte que j'ai un talkie-walkie, et je commence à dire pour la régie, Paul, je suis sur le chemin. Et là, j'entends, mais il rigole, il fout notre gueule, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc déjà, j'avais une réputation de blagueur, et ça n'a pas joué en ma faveur. Ça vaut pour vous trois.
puis enfin, mal pour tout le monde, il y a des enfants dans le tournage. C'était compliqué de tourner avec... Enfin, c'est particulier, il y a quand même un système un peu réglementaire. Tu parles de Paul? Je parle des enfants plus jeunes. Et d'autres Paul? Non, du coup, c'était compliqué. Il y avait un système un peu... Enfin, justement, le plan de tournage, il a été un petit peu chamboulé aussi pour le rythme des enfants. Où c'était... Et puis, les enfants, ils viennent de chez nous, en fait, ou vous les avez castés ailleurs? Est-ce qu'ils sont de Marseille? Non, une blague pour Paul par jour, pas plus. Non, alors les enfants, on les a castés sur Paris, et région parisienne. En fait, on a ouvert un grand casting. C'est toujours un petit peu compliqué les castings d'enfants. Donc on en a vu beaucoup. En fait, ce qui a là orienté notre choix, encore une fois, c'est tout simplement quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'avec Alexandre, on aime bien assister au casting, et pas juste recevoir des vidéos et choisir sur vidéo. Et on aime bien, nous, diriger un peu les comédiens, et là, en l'occurrence, les enfants, parce que c'est assez toujours particulier, il faut les mettre à l'aise, il faut qu'ils se sentent bien pour pouvoir jouer des trucs en plus pas simples, sans spoiler encore une fois. Non, on les a trouvés donc sur Paris. Et après, sur la manière de l'organisation du tournage, en fait... Ils sont venus combien de temps, eux, en tout? Ils sont venus moins longtemps que le reste, on les voit moins à l'écran. Oui, puis ils sont revenus par du moment, ils sont revenus, ils sont revenus. Ils sont toujours accompagnés de leurs parents, donc ça c'est déjà une sécurité qui permet de... Tournage de nuit, c'était facile avec les enfants? Enfin, ils ont tourné de nuit ou pas? Ouais, mais c'est ça. Non, mais alors du coup, ils n'ont pas tourné dans le Altenberg aussi, parce que la scène de fin... Non, en fait c'est parce que l'Altenberg, en fait, dans le film, ce sont deux lieux différents. La scène finale, elle n'est pas de nuit quand ils... Si, tout à fait. Ils ont un petit peu tourné. Oui, un petit peu. J'ai vu le film quand même. Alors je vais dire, bon alors ok. Il faut juste savoir qu'en fait, juste pour faire une remise en contexte, excuse-moi Julien, mais je reviens en parler après, mais en fait, dès qu'on a des enfants, on est soumis à des contrôles de la DAS, en fait, très stricts. C'est-à-dire que la DAS peut refuser l'autorisation de tourner avec des enfants s'ils estiment par exemple que le scénario n'est pas adapté. Donc évidemment, nous, avec le scénario, on était là, waouh. Donc on a fait une version un peu plus cool pour la DAS. Ah, je ne vais peut-être pas le dire, ça. Non, enfin, il y a personne de la DAS, en fait, c'est là. Une version un peu édulcorée, mais non, enfin... Ça, bon, tout le monde le fait un peu, mais après... Après, les enfants en fait peuvent pas avoir un temps de présence en fonction de leur âge déjà. Pas trop long. Ils peuvent pas rester plus de 6 heures sur un plateau, mais pas 6 heures de shooting, c'est-à-dire au moment où il arrive sur le plateau et où il repart, il doit y avoir 6 heures. Ouais. Et sur ces 6 heures-là, il y a déjà une pause d'1 heure pour bouffer, il y a le maquillage, le HMC, la coiffure, l'habillage, etc. Donc on se retrouve avec, à l'arrivée, moitié moins de temps pour tourner avec les enfants, donc c'est toujours une course en fait, pour rentrer les plans à temps, et ils n'ont pas le droit de tourner la nuit, sauf exception. Oui, là c'était un plan. Voilà, oui, c'était en début de nuit en plus, il n'était pas si tard en fait, c'est-à-dire qu'à 22h, c'était plié avec les mots, donc c'est le début de journée. Enfin, on tournait de 22h à 6h. Donc on commençait les premiers plans, c'était avec les enfants, et après on les libérait, parce qu'on ne voulait pas exagérer non plus. Mais après aussi, ce qui est bien aussi, c'est que, comme disait Julien, c'est que les parents sont présents évidemment. Oui. Et les parents sont venus en aide, ils sont trop contents, souvent généralement. Quand ils nous aident, ils disent « Ah non mais ça va, ils vont encore rester un peu. » Ils vont pas faire de reporting à la DAS. Non. Il y a plusieurs types de parents en fait. Il y a des parents très protecteurs et puis comme dit Alex, il y a ceux qui poussent de manière un peu gênante, tu vois, de faire « Mais il est pas fatigué, t'es pas fatigué !» Sinon je t'accroche. Hein, voilà, mais non, mais puis après il y a la manière de leur présenter des choses. C'est-à-dire que voilà, quand on tourne des scènes un peu difficiles, évidemment on édulcore et on leur raconte pas tous les tenants et les aboutissants, les parents lisent le scénario complet? Bien sûr. Est-ce qu'ils lisent la version édulcorée? Non.
Bah non, tu peux pas te permettre qu'ils arrivent sur le plateau et faire comment ça, c'est pas du cobu. Et enfin. Et donc, non, évidemment, il y a une transparence totale et c'est agréable parce que, comme on disait tout à l'heure, nous sur le plateau, on a une bonne ambiance, c'est-à-dire que plus tu filmes des choses atroces, en fait, plus tu as besoin de décompresser, non mais voilà, et de se rendre compte que c'est que du cinéma. Et ça, chez les enfants, c'est quelque chose, c'est une dimension qui est très importante, c'est-à-dire le jeu au sens premier du terme. Et donc même quand ils ont un maquillage très lourd, en fait, ça les amuse. Enfin, tu vois, ils voient leur tête, et donc il y a un côté très ludique chez les enfants. Et donc nous, on joue de ça, tu vois. Et donc on essaie d'obtenir ce qu'on veut, les émotions voulues, en prenant parfois des détours. Et tu vois, les parents. Ils avaient quel âge là, les deux enfants principaux? Parce qu'il y en a un troisième. Il y en a trois, ouais. Voilà. Ouais. Ils avaient quel âge? Alors, de mémoire, la plus grande, elle avait 16 ans, 15 ans. Ouais, Elle fait jeune. Elle fait très jeune, ouais. Elle déjà peut tourner un peu plus. Oui, parce qu'elle est plus grande. Ouais, passer 15 ans, je crois que tu peux tourner 8 heures. Enfin, voilà, Et voilà, le petit Cameron, lui, il avait 9 ans, 8 ans, 9 ans, un peu plus, 10 ans, ouais, une dizaine d'années. Et l'autre était le plus jeune, le petit blond, la lunette. D'accord. Ok. Merci. Fabrice, je voulais te demander aussi, du coup, j'ai vu qu'il y avait, je reviens sur la partie un peu prod et financement, donc il y a France Télévisions, c'est plutôt chouette sur ce genre de film, je trouve, d'avoir une télé comme ça, France Télé, quoi. Ce genre de financeurs, tu arrives à les avoir une fois que le casting est installé? Tu avais réussi à les avoir avant? Enfin, comment ça s'est construit, les financements, justement? Alors les financements, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, une fois qu'on a un scénario sur lequel on est d'accord avec le réalisateur, on a une version solide qu'on peut présenter aux partenaires financiers, etc. La première étape quand même, c'est de faire le casting, c'est de trouver un casting suffisamment porteur pour justement avoir l'intérêt des partenaires financiers. Et ensuite, la première étape, c'est vraiment de trouver un distributeur. Donc nous, on a trouvé Star Invest in France, Grégory Weinich, qui est présent dans la salle d'ailleurs, qui a adoré le scénario et qui est tout de suite cru au film. Et une fois qu'on a un distributeur, on est obligé d'avoir un distributeur pour aller voir ensuite les diffuseurs, les chaînes de télé, etc. Puisque la condition, c'est que le film sorte en salle, pour que ce soit un film de cinéma, etc. Et généralement, on va d'abord voir les chaînes de télé payantes, des pay TV, comme on dit, donc Canal+, OCS, pour Le Mon-Jardin, pour le coup, c'était OCS qui nous avait suivis. Et ensuite, la deuxième semaine payante, donc là, il y a eu une concurrence entre Disney et Prime Video, et au final, c'est Prime Video qui a mis plus d'argent, ici, clairement. Et en parallèle, effectivement, en Free TV, donc il y avait France Télévisions. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, enfin très nouveau même chez France Télévisions, ils ont toujours été très réfractaires au genre. Depuis quelques années, ils ont un directeur du cinéma, Manuel Alduy, qui est l'ancien directeur du cinéma de Canal+, qui est quelqu'un qui est assez ouvert aussi, enfin, même très ouvert au cinéma de genre. Et je pense qu'il essaye un peu de rajeunir aussi la grille sur France Télé. Et là, par exemple, ils viennent de nous préacheter notre prochain film, qu'on tourne en mois de mars. Et ils ont préacheté aussi Vermine, le film avec les araignées, ce qui est quand même assez dingue. Enfin, il y a 10 ans, jamais France Télé n'aurait mis de l'argent sur un film avec des araignées. Et là, nous, sur un film qui est quand même très très dark, La Mangeur d'âme, c'est quand même très, très étonnant et ça montre effectivement un changement de paradigme qui va dans le bon sens, quoi. Après, les collectivités aussi évoluent, hein, et on amène aussi ce genre de réflexion, de financement du genre qui n'est pas simple. C'est pour ça que je posais un petit peu ces questions de savoir si, quand on vend un décor sur du film de genre, quand on va avoir un propriétaire, est-ce que c'est pas plus compliqué? Les financements, est-ce qu'ils sont pas plus compliqués? Finalement, tout le monde s'y met un petit peu, le CNC s'y est mis. On essaye, je pense, d'accompagner aussi cette filière qui amène aussi un public plus jeune en salle, je pense. Et comme tu dis, la télé est sans doute un peu pareil. Donc oui, c'est plus... Tu vois un changement, toi, arriver un peu, justement, quand tu dis ça, où ça reste quand même un peu plus dur de financer ce genre de film. Est-ce que, par exemple... Non, je pense que ça avance vraiment dans le bon sens. Ouais. Notamment du fait, très récemment, du succès de Vermine. À l'autre bout du spectre, il y a les exploitants, et les exploitants, ils ont besoin de faire des entrées, et donc d'avoir des films qui marchent en salle. Et à partir du moment où ils voient, c'est toujours la même chose, quand on a un film qui marche, on essaye d'en faire d'autres, etc.
Et donc, il y a vraiment une ouverture en ce moment. Il y a des cycles. Il y a eu un cycle à l'époque où Julien et Alex avaient fait leur premier film. Ça s'appelait Les French Fryers. Donc, c'est à l'époque où il y a eu, donc à l'intérieur, il y a eu le premier film de Xavier Jean, sur un film de Pascal Augier, etc. Il y a une espèce de première vague. Après, ça s'est éteint, après, c'est revenu. Et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment au niveau des décideurs, effectivement, par exemple, la région Contest, de vouloir vraiment pousser pour les cinémas de genre, ça aide évidemment énormément. Et ouais, encore une fois, c'est beaucoup plus facile quand effectivement la région soutient ce type de cinéma, etc. Même comme le disait Fanny, pour aller voir tous les partenaires, les maires, les hôtels, tout le monde, c'est évidemment. Ça vous aide d'être accompagné par vos territoires. Ouais, ça vaut beaucoup de temps. Et juste oui, pour revenir sur un point tout à l'heure, mais c'est vrai que ce film-là, de Julien Alex, je pense que c'est celui qui a le plus de décors. Je suis désolé, j'ai le voix un peu cassé. Il y a énormément de décors dans le film. On a passé 35 jours de tournage à bouger très souvent. Et les Vosges, c'est quand même assez grand. On faisait régulièrement des 50 km, des 80 km. Mais c'est très. Il y a des scènes là, au début là, du film, puis même dans le film, il y a quand même des scènes où les Vosges sont vraiment très belles. C'est bien. Ça donne envie. Après, je suis pas sûre qu'on ait envie d'aller rencontrer les personnages qui sont présentés. Pas tous, certains. Mais en tout cas, ouais, le territoire tel que vous l'avez montré, c'est très beau. Et voilà, je pense que ça donne une atmosphère aussi un peu étrange. Mais là, c'est rendu aussi très beau, quoi, ce que vous avez fait avec. D'ailleurs, c'était des drones. Vous me posez la question, c'est des drones qui ont filmé comme ça les vues aériennes. Ouais, bien sûr. Toute la route, quand on a les scènes de route là, un peu à l'américaine. C'est ça, avec un droniste de la région. Ah. Évidemment. Oui, parce qu'on avait envie d'avoir des plans en fait qui rendent justice à la nature en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même c'est un aspect qui nous a toujours plu et qui trouvait son sens dans cette histoire. C'est la prédominance en fait d'une nature assez préservée et sauvage en fait. Et donc pour nous, c'était génial parce que d'une nature comme ça, c'est-à-dire avec de la moyenne montagne, avec des vallées, avec des villages très encaissés qui voient très peu la lumière du soleil, en fait, ça appelle l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a une fantasmagorie qui s'en dégage et on se dit, mais c'est une terre de légende, en fait, on y croit, c'est-à-dire que nous, en ayant notre légende fictive, en la plaçant dans un territoire comme ça, avec cette nature donc vraiment prédominante, ça crédibilise, c'est-à-dire qu'on se dit oui, c'est tout à fait possible que l'imaginaire collectif se soit mis en route quand on vit dans un endroit où il y a des lieux mystérieux, où on se dit mais c'est très difficile d'accès, où on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière, au fond de ce vallon, dans cette forêt. Donc on avait très envie de ces plans drones qui justement établissent les choses et montrent qu'on n'est pas juste sur un endroit assez circonscrit, mais que c'est vaste et qu'on peut se perdre. Ouais, non, franchement, ça rendait très bien. C'était bien de le voir, il faut vraiment le voir sur grand écran. Non, c'est vrai. Oui. Je pense à un petit peu. Alors, vas-y. Non, je dis juste que la région nous a très bien accueillis et que ça a été un plaisir aussi de tourner dans la région. J'ai joué au basket avec le maire de Sonone, par exemple. Alors justement, moi j'ai deux questions. Paul, t'es resté sur la durée totale du tournage, c'était une première question. Et la deuxième, c'est qu'il y a des scènes un peu, moi j'allais dire un peu de cascade, là, sur les rondins de bois. C'est vraiment toi qui... Il n'y a pas de cascadeur, c'est toi qui fais ton... C'était un truc, il n'y a pas eu de... Il y a eu combien de prises? Est-ce que tu t'es pas tordu les pieds dans les rondins de bois? Est-ce que... Ouais, c'est une bonne question. Alors à la première question, je vais répondre oui. J'ai participé à toute la durée totale du tournage. Et à la deuxième question, alors c'était, ils sont venus vers moi, c'est ce qui, je vais répondre à votre place. Ils m'ont proposé le rôle aussi parce que ils pensaient que j'étais capable d'être quelqu'un de physique. Ils pensaient que, mais du coup non. Et non, j'ai répondu présent. Non, du coup je me suis préparé physiquement. Avec 2 claquages. Voilà. Ah, quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de scènes dans les bois aussi où faut... J'ai pas arrêté de courir, du coup 1 mois et demi avant le tournage, je me suis claqué la cuisse. Et j'ai dit
il faut que je baisse un petit peu le tempo là. Et puis j'ai repris le sport et 2 semaines avant, je me suis claqué le mollet. Et je regarde le plan de tournage et je vois les premiers jours, c'est toutes les scènes de course. Alors j'étais un petit peu mal, j'appelle Samuel, le premier assistant réalisateur, qui lui gère tout le plan de travail et je lui dis est-ce que c'est possible de les bouger parce que je me suis claqué le mollet. Il m'a dit non Paul, c'est pas possible. Et t'inquiète pas, tu mets un peu de pommade, ça va passer. Il est aussi kiné. Kiné, bon j'ai mis un peu de pommade, c'est passé. Là, il m'a dit ça marche bien, tu fais des cataplasmes avec de la terre. Sinon, ils avaient des petites filets bleus, non? Ils avaient des petites, comment ça s'appelait, les larmes bleues, c'est ça? Tu pouvais en prendre un peu, non? Je me suis un petit peu shooté à la larme bleue. Et non, alors, et donc, j'arrive en pleine forme et voilà, mais peut-être des fois un petit peu trop en forme, du coup, j'essayais les cascades avant de tourner, ce qui faisait que je me cassais la gueule avant. Et puis après, il me voyait, il me disait c'est bien quand tu te casses la gueule, mais je peux pas le refaire parce que maintenant j'ai mal. Et non, mais ouais, c'est un peu ça. Mais non, mais ça va. C'était pas en une prise, c'était en une prise celle-là. Toutes les scènes où tu montes et tu descends, c'est en une Non, prise. ça c'était très drôle. Enfin, c'était pas drôle du tout. Je cours après la doublure qui fait du parcours. Et on est sur une course-poursuite à travers des grumes dans une scierie. Et les grumes, elles sont installées en pyramide. Et on doit sauter d'une grume à l'autre, c'est-à-dire du haut d'une grume au haut d'une grume, et entre les grumes, ça descend. Et pour aller vite, le mec, il commence à sauter du haut d'une autre, et moi je dois le suivre. Du coup, j'essaye, et je lui demande comment est-ce qu'on fait. Il me dit, tu sautes à pieds joints, puis tu arrives de l'autre côté. J'essaye, et j'y arrive. Alors, je suis hyper fier de moi. Du coup, je réessaye, et là, je saute un peu trop loin, j'étais chaud, et je me tape les tibias en plein dans la grume qui était devant. Paf, et je dis, oh là là, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, j'endure ça avec beaucoup de testostérone. Et là, donc, je réessaye, mais je saute un peu moins loin, du coup. Mais c'était le truc à pas faire. Du coup, je me tords les pieds, et là, il me dit, bon, on va tourner, Paul. Et je dis, bon, amenez-moi une chevillère. J'appelle la costumière, je dis, est-ce que tu as acheté les chevillères que je t'ai dit, parce que je me tords souvent les pieds. Elle me dit, non, on a trouvé ça. Elle me sort une chevillère trop petite, un truc en tissu. Je dis, mais non, moi je veux les trucs avec les straps et tout. Alors, heureusement, j'ai pris la mienne. Je mets ma chevillère, et puis on a fait une belle scène. Et puis du coup, ils m'ont dit, non, mais cette fois, tu te sautes pas, tu te casses la gueule, c'est mieux. J'ai dit, ça, je peux faire, il n'y a pas de problème. Et c'est pas mal. Ouais, ça rend bien, ça rend bien. C'est comme une particularité rare chez un comédien de jouer les scènes avant de qu'on mette la caméra, quoi. Ça s'appelle l'échauffement. Ouais. Sauf que tu te blessais à chaque fois, quoi. Donc, quand on a compris son principe, on a plus vite mis la caméra en place. On s'est dit, après il est blessé de partout, il peut plus rien faire. Donc du coup, on a mieux anticipé. Ça coûtait moins cher en maquillage. J'étais déjà plein de sang. Et du coup, l'autre, tu disais, c'est une doublure, donc c'est un cascadeur, lui, pour le coup. Non, c'est quelqu'un qui fait du parcours, c'est ça? Oui, cascadeur qui parcourt, parce que pour chaque... on a eu plusieurs, des cascadeurs de toutes sortes, des doublures de toutes sortes. Alors des fois, on leur mettait des perruques. J'ai fait pas mal de selfies avec toutes mes doublures, ils ne me ressemblent pas du tout. Et j'avais les cheveux comme ça, c'est pas possible. Non mais il plaisante, mais... On pouvait pas tourner avec eux. Voilà, tu vois, c'était son ego, il a fait non mais il ne me ressemble absolument pas, je vais la faire moi. Voilà. Vous aviez prévu le coup? Non, on n'avait rien prévu du tout, mais on pensait qu'il dirait rien lui. Non, en fait, non mais c'est. Il fait son petit numéro là, mais en vrai, il a quand même fait quasiment tout ce qu'il y a dans le film. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a pas fait? Juste, il y a une chute à un moment, donc c'est des trucs qui sont quand même entre des rochers et des troncs d'arbres, donc il y a une chute assez violente en forêt, dans un petit vallon. Donc ça, c'était hors de question, parce qu'il faut être vraiment hyper précis, et même le cascadeur s'est tapé un rocher à un moment, donc du coup c'est des choses qu'il faut, il faut apprendre à tomber, il faut apprendre à gérer justement les accidents. Donc ça c'était hors de question que Paul le fasse.
Mais sinon, tout le reste, il l'a fait. C'est-à-dire toutes les scènes de course, c'est lui. Effectivement, on avait pris des doublures pour l'économiser. Et parce que comme il se faisait mal tout le temps, du coup, on voulait pas l'achever, qu'il finisse le tournage en chaise. Et donc, mais en les tournant, on se rendait compte que c'était pas la même énergie, c'était pas exactement la même physicalité. Et effectivement, les perruques étaient pas ouf. Et donc non, et en fait... c'est pas de la blague quand même. Non, et Paul, en fait, nous a dit... c'est pas grave, je le fais. Donc il plaisante, mais en vrai, il est vraiment très endurant et très physique, et même à la douleur. Et donc nous, on était même sûrs, tu peux, mais il l'a fait à chaque fois. Et donc plein de fois où on avait les doublures, en fait, finalement, elles ont fait 1-2 prises, et la troisième, c'est Paul qui est arrivé, c'est les prises qui sont montées, quoi. Et même la scène, pareil, faut pas spoiler, mais la scène dans le chalet, la scène risquée, pour ton personnage, ça, tout a été tourné aussi. C'est toi qui as tout tourné, quoi. Et le comédien en face aussi, il n'y avait pas de doublure pour son. Ouais, ça, on a bien répété. Oui, parce qu'il y avait quand même une petite chorégraphie. C'est une chorégraphie, ouais. Donc ça, c'est chorégraphié, c'est répété, c'est comme une danse. Et c'est ce qui est le plus difficile en tant qu'acteur, sont ces scènes de baston, parce qu'on doit les jouer avec l'intention du coup, mais sans jamais les donner, quoi. Sans jamais les donner, avec la vitesse, mais avec une précision. Des fois, on doit armer différemment, et c'est le jeu, par contre, le jeu du coup, c'est ça, c'est recevoir le coup, le donner, la rage, tout ce qui est du jeu, en fait, du visage, des paroles et tout, doit être réaliste. Mais par contre, quand on empoigne, on n'empoigne pas vraiment. Mais par contre, on doit faire sortir la veine qui est devant là pour faire croire que oui. Il y a plein de... Et ça, c'est très difficile. Ça, c'est vraiment... Tu travailles avec quelqu'un ou c'est toi qui t'entraînes? Ah non, ça, on travaille en amont avec Manu Lanzi, qui est le cascadeur, qui a aussi une scène, qui joue le motard. Le motard, ah oui. Et qui est très connu dans le métier, et qui a aussi ses propres cascadeurs avec lui. Il y a un cascadeur qui a un rôle d'ailleurs dans le film, qui joue un des parents. La scène, la femme aussi, les deux parents. C'est des cascadeurs. Ouais, la grosse scène là de. Ah oui, en même temps, cette scène-là, oui. J'ai pas envie de spoiler. Bah non, oui, mais la scène finale, quand on les voit, ouais. Oui, en effet. Ouais. Il y a une belle chorégraphie aussi. Et ouais, et ça vraiment, ça s'apprend. Parce qu'il y a une première étape d'apprendre les mouvements, une deuxième étape d'apprendre le rythme, et il y a une troisième, j'ai dit déjà, troisième étape de là la rendre réaliste par le jeu. Et puis sans se faire mal mutuellement. Ouais. Puis après, il rajoute des sons, et là c'est parfait. Parce que sans le son, je l'ai vu, ça n'a rien à voir. Oui, ça doit. Ouais. Ah, oh. Toi-même, t'y crois pas, c'est ça? Non, un peu de musique et tout passe. Hein. Le cinéma, c'est magique pour ça. Je vais peut-être laisser la parole un peu à la salle si vous avez des questions, parce que du coup, je pense que on doit être à peu près, il doit rester une demi-heure, donc je sais pas. Après, moi, j'ai d'autres questions, donc si jamais. Mais est-ce que il y a un micro pour? Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de Virginie Ledoyen non plus. Ah ouais, Quel est le travail? Comment tu as travaillé avec Virginie? C'est super. Voilà. Bonjour, félicitations pour le film, hein, je l'ai vu hier, donc voilà, je vais essayer de poser ma question sans spoil du tout, hein, je vous rassure. Je voudrais savoir les influences de cinéastes qui vous ont inspiré pour le film, notamment, j'ai vu juste, voilà, sans spoiler du tout, la fin, est-ce qu'il y a du Fincher, notamment sur la fin. Voilà, il y a une scène qui m'a fait penser à un film de Fincher, voilà, j'arrête mon... pour ceux qui n'ont pas. Ouais, très bien, c'est gentil. Écoute, on est toujours sous influence hein, en tant que réalisateur. Après, c'est des influences plus ou moins digérées, conscientes ou inconscientes, mais avec Julien, nous, on est toujours, on n'a pas le complexe de se référer à d'autres films en disant non, on va faire un truc que personne n'a jamais vu, etc. Non, pas du tout. Et notre préférence vraiment absolue sur Le Mangeur d'âme, c'était un film qui a déjà plus de 20 ans maintenant, largement. Un film de Mathieu Kassovitz, c'est Les Rivières pourpres,
qui est vraiment pour nous peut-être le meilleur thriller français, tu vois, un des meilleurs thrillers français jamais réalisés, tu vois, parce que on est assez proche en fait dans l'approche, c'est-à-dire que nous, sans spoiler non plus pour ceux qui n'ont pas encore vu, d'ailleurs ils peuvent le voir à 16h30 si vous voulez au casino, le film il repasse là. Nous on aborde un thème très dur, mais dans un contexte de film entre guillemets d'entertainment, c'est-à-dire tu vois, c'est pas un film social, c'est pas un film enquête, c'est pas un docu-fiction ou quoi que ce soit, ça reste pour nous un film, un mystère, un thriller, etc. Ouais, chez Kassovitz, c'était un peu pareil, c'est-à-dire qu'il traitait du thème de l'eugénisme, donc il y a un sujet absolument hardcore, mais dans un giron de pur film de genre, tu vois, avec des poursuites, des flics, de la bagarre, des effets gore, et un vrai parti pris de mise en scène. Et nous, ce film nous a toujours fascinés avec Julien, déjà parce qu'on adore Mathieu Kassovitz en tant que réalisateur, on trouve que c'est sûrement un des meilleurs réals français, et là, s'il ne fait pas assez de films. Et Les Rivières Pourpres, ça a vraiment été tu vois, le film référence, c'est-à-dire c'est un film populaire, mais qui ne se renie pas en termes de violence, et dans son sujet abordé, et dans la façon de le montrer, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des Rivières, il y a quand même des scènes mais super gore, tu vois, on a quand même Jean-Pierre Cassel énucléé, crucifié, en plein cadre, des choses comme ça. Et le cadavre au début filmé en gros plan, le magnifique cadavre créé par Spada, un grand maquilleur d'effets spéciaux. Donc c'était vraiment, plus que Fincher, on n'a pas la prétention du tout ni de se comparer à Fincher ni à Kassovitz non plus, hein. Mais en tout cas Les Rivières Pourpres, c'était le film qui revenait vraiment en disant ouais voilà, bah si, tu vois, des fois quand on s'adresse à une équipe de film, donc c'est entre 50 et 100 personnes, donc t'as tendance évidemment à répéter les choses, et donc il faut être rapide et efficace quand tu parles aux gens. Et si des fois, s'il fallait des références, on sortait cette référence, on fait t'as vu Les Rivières Pourpres, c'est l'esprit quoi. C'est cette idée-là. En plus, tu vois, Les Rivières Pourpres, ça se passe aussi en province, aussi en montagne. Donc c'était vraiment la ref idéale. Bonjour. Oula. Je ne peux pas la jouer discret après ça, donc chouette film. C'était sympa de l'avoir vu. J'avais une question, alors je suis arrivé un peu au milieu de la bataille, du coup j'aimerais pas trop qu'il y ait de redite et que ma question soit bête, mais je la pose quand même. Là vous parliez de références cinématographiques, est-ce qu'il y a eu une sorte de référentiel, des recherches en amont sur des vrais cas ou des vraies histoires, notamment sur cette question de réseaux cachés, sur la pédophilie, ce genre de choses-là, et sur des liens un peu occultes? Est-ce que il y a eu une matière sur lesquels vous vous êtes appuyé, ou alors est-ce que vous avez vraiment sorti ça de votre esprit Spoil. En tout cas, comment Spoil. Tu es un spoiler. Non, On peut annoncer, pour qu'il y ait des gens qui doivent... C'est pas grave maintenant. Mais non. Écoute pas. Écoute, en fait, nous, c'est une adaptation d'un roman. Donc nous, notre principale source de travail, c'était le matériau d'origine. Donc, et puis, c'est pas des trucs sur lesquels tu as vraiment envie d'enquêter, si tu veux, de faire beaucoup de recherches. Je pense que ce sont des thèmes assez universels. Tu vois, de faire du mal aux enfants. Je pense que tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup. En suggérant les choses, ça va très bien. Et tout le monde voit de quoi on parle. Et donc, d'autant plus que dans le film, on ne s'aventure pas à être très précis et descriptif. C'est évoqué. Et justement, nous, on n'avait pas du tout envie de basculer dans quelque chose de trop sombre, de trop graveleux, tu vois, on voulait vraiment suggérer les choses. Et comme je te dis, ce sont des sujets où tout le monde a peur de ça quand on a des enfants, même quand on n'en a pas. Ce sont des sujets qui parlent à tout le monde. Donc je pense qu'à partir du moment où tu mentionnes le fait de faire du mal aux enfants, ça y est,
Enfin, tu vois, quelque chose qui se déclenche directement, quoi. Ouais, enfin, tu vois, chez le spectateur, tu te dis, oh non, pas ça, quoi. Donc ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. En tout cas, nous, on n'avait pas envie de le traiter de manière visuelle, graphique, et voilà, on voulait juste le suggérer. Attends, juste pour compléter, nous, en tant qu'acteurs, par contre, on s'est beaucoup nourri de ça. On s'est beaucoup nourri de tout ce qu'il y a, tous les faits divers et tous les documentaires qui peuvent tourner là-dessus. Et c'était quelque chose qui nous a hantés pendant tout le tournage. Super, merci beaucoup. Et désolé du divulgachage. Bonjour à tous, j'ai adoré le film, merci pour ça. Je voudrais rebondir justement sur le fait que vous partez d'un livre de base. Comment ça se passe avec l'écrivain? Parce que moi, du coup, j'ai pas du tout lu le livre. Est-ce qu'il a un regard sur ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez une marge de manœuvre? Est-ce que vous pouvez apporter des choses en plus? Comment ça se passe en fait? Oui, bien sûr. En fait, l'écrivain, en fait, il était ravi qu'on adapte son livre au cinéma. C'est un petit peu, tu vois, un graal pour les auteurs de polar, parce que je ne sais pas si vous êtes lecteur de polar récents, mais il y a un style très visuel, en fait, très cinématographique déjà dans l'écriture, avec des chapitres courts, avec des fins de chapitres qui te laissent sur ta faim, où tu as envie de continuer, tu vois, ce qu'on appelle des page turners. Donc non, Alexis Leibsker était ravi, et en fait, en général, quand tu achètes les droits d'un roman, ça fait partie du jeu d'abandonner aussi l'adaptation, c'est-à-dire quand c'est pas toi qui l'as fait, tu sais très bien que on pourra pas retranscrire tout ce qu'il y a dans un roman. L'écriture cinématographique, elle est très différente, c'est-à-dire que à l'écrit, tu peux te permettre de décrire ce qu'un personnage pense à l'image. Et ben, il faut que ça se passe, tu vois, par un jeu de regard de comédien, ou alors tu fais une voix off, mais c'est souvent très lourd. Donc il y a un vrai travail d'adaptation, et ça, l'auteur en était très conscient. Et puis après, il y a notre sensibilité, Alexandre et moi. Donc nous, on avait envie de rajouter des choses, et on en a parlé avec lui, et il a été très très cool avec ça. Il a dit, voilà, appropriez-vous l'histoire, maintenant c'est la vôtre. Et donc du coup, on a pu rajouter des scènes, on en a enlevé aussi, on a changé les personnages, on en a fusionné plusieurs, enfin voilà, on a fait un vrai travail d'adaptation pour que l'histoire se tienne sur 2 heures. Et il a vu le film, et il en était très content, c'est-à-dire que justement c'est plutôt rigolo, c'est-à-dire que c'est une relecture de son histoire, c'est une réinterprétation de son histoire. Donc il est venu nous voir sur le tournage aussi, donc alors parfois c'était un petit peu maladroit, mais il allait voir les comédiens, il fait ah non mais moi je l'imaginais pas du tout comme ça, quoi. Donc voilà, Virginie Ledoyen, il disait ah ouais non mais alors là t'es pas du tout le personnage. Et nous on était là si c'est notre personnage, c'est une autre version de ton personnage. Mais non mais en fait il a beaucoup aimé le film, il a été d'un grand support, parce que nous c'était important pour nous aussi de pas trahir son histoire, tu vois, qu'il se sente heureux. L'idée c'est pas de lui prendre son truc et de tout saloper, quoi. Donc non, c'était un soulagement quand il nous a dit qu'il avait aimé, enfin il était ému, c'était vraiment très très chouette, quoi. Mais juste pour compléter sur ta question, tu vois, aussi à titre d'exemple, dans le roman, alors maintenant que monsieur a divulgaché un petit peu, non mais je vais rester... Mais en fait, tout le final, là où on comprend tout, on découvre tout, ce qui se passe à l'Altenberg dans le film, ça se déroulait dans un chalet totalement lambda dans le roman. Et c'était juste une cave en fait. Tu vois, il rentrait dans un chalet lambda, il n'a rien d'anormal ce chalet, puis il trouvait la cave, et dans la cave il y avait ce qu'on trouve nous aussi quand il trouve les fameuses portes secrètes. Mais tu vois, ça pour le coup, tu vois, c'était comme ça dans le premier scénario, et avec Julien, quand on lisait, on disait ah putain, c'est quand même dommage de terminer sur un décor, tu vois, c'est comme la fin du film. Et nous, on voulait vraiment avoir un vrai climax de cinéma, c'est-à-dire visuel. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné
vers Altenberg. On n'a pas dit tout de suite on veut l'Altenberg, c'est-à-dire nous on allait voir les régisseurs justement, tous les gens avec qui on travaillait, notre équipe, en disant nous on voudrait trouver justement un décor beaucoup plus cinématographique qu'un simple chalet pour finir sur quelque chose de visuellement très impressionnant. Donc tu vois, c'était vraiment là, on est obligé de travailler un peu le livre aussi pour mieux l'adapter, parce que tu dois condenser en 90 pages, généralement 300 ou 400 pages. Donc tu vois, faut garder l'essence, mais tu ne peux pas tout mettre. Et tu es obligé aussi de t'adapter, aussi parce que tu fais un film, tu ne fais plus un livre. Donc comme disait Julien, tous les partis pris des fois qui sont dépensés, des personnages à retranscrire, ça peut être assez difficile, donc il faut être assez malin. Et penser aussi au simple plaisir visuel du spectateur, d'où notre finale à l'Altenberg, que vous pouvez visiter, qui est à 30 minutes d'ici, si vous avez le courage après, sur le col de la Schlurz. Vous pouvez y aller sans problème, on y est encore hier, donc pour le coup. Mais c'est déconseillé. Pardon. Mais c'est déconseillé, pardon, c'est vrai que c'est... Voilà, merci. Merci Fanny, merci. Par rapport à l'adaptation des personnages, il y a aussi les acteurs. Et ce qui était génial avec eux, non, ce qui était génial avec vous, Alexandre et Julien, c'est qu'on avait une grande liberté et... Faut pas les écouter. Parce qu'en fait, la liberté, ils nous l'a donnée, heureusement qu'on savait quoi en faire. Nous, on était bien dans la panade. Non, je rigole. Ils nous ont donné énormément de matière. Et avec Virginie, il fallait qu'on prenne ça, c'était comme une patate chaude, quoi. Et c'est ça qui... Non, mais c'était ça qui était beau, c'est qu'on s'est emparé de ces personnages, nous aussi, et on a réussi à créer quelque chose avec Virginie où elle a son caractère, moi j'ai le mien, et on n'a rien à voir. Et comment est-ce qu'on se retrouve, et comment est-ce qu'on forme un duo, et comment est-ce qu'on forme une équipe, parce qu'il y a au début, il y a une confrontation. Je ne sais pas si elle se sent, mais il y a une confrontation entre les deux. Ils veulent pas, ils vont pas travailler ensemble. C'est ce qu'ils se disent. Ils vont pas travailler ensemble. Et par la force des choses, ils finissent par s'apprécier. Et ça aussi, je sais pas, c'est pas dans le livre, c'est pas écrit de cette manière. C'est écrit, mais on s'en empare de façon organique. Et Paul, tu l'avais lu le livre? Vous aviez eu envie de le lire, toi et Virginie? Virginie l'a lu, Renaud l'a lu, moi je l'ai commencé. Je l'ai pas fini, non. Il a pris la tournée. J'ai tourné la page. J'ai que des scènes, quoi. Non, mais j'avais d'autres livres. Et puis j'avais beaucoup de vidéos sur... en fait, je suis plutôt allé dans de l'archive pour nourrir mon personnage plutôt que d'aller... On a aussi beaucoup réadapté ton personnage, c'est-à-dire que dans le roman, le personnage de Franck de Roland, donc, ton personnage, est déjà, c'est une dynamique un peu différente que dans le film, c'est-à-dire qu'il est plus âgé que le personnage de Guardiano, donc la policière jouée par Virginie Audoyen. Ce qui est l'inverse dans la vraie vie, c'est que tu es plus jeune que Virginie. Donc c'était une autre dynamique, et surtout que ton personnage avait un côté beaucoup plus, entre guillemets, cliché, c'est-à-dire malgré le trauma, malgré son histoire, etc., il avait un côté dragueur, etc. Donc on a totalement gommé. Parce qu'on voulait vraiment que toi, tu sois juste un loup solitaire à la recherche de la vérité et rien d'autre. Tu n'étais pas là pour draguer une fliquette, quoi. Non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte c'était pas du tout le même personnage, du coup c'est pour ça aussi. J'ai voulu m'en séparer. Non, mais j'ai voulu. Il y avait encore une question. Ouais. Moi. Oui, bonjour. J'ai vu le film hier soir. Vous parliez tout à l'heure des tournages de plans de drone. Je crois que c'est la société Skypeak qui a travaillé avec vous. Je voulais savoir, dans la mesure où il y a eu également apparemment j'ai vu des SFX, est-ce qu'il y a d'autres sociétés en dehors de Skypeak qui ont travaillé, d'autres talents de la région qui ont travaillé sur ce film? Et si oui, lesquels? Et est-ce que ces talents vous donnent envie de revenir ou éventuellement d'exporter ces talents sur d'autres films dans d'autres régions? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait exporter les talents du Grand Est? De région du talent, effectivement. Je me permets de répondre à une première partie de question, parce qu'après, sur l'importation, ce ne sera pas moi, parce que moi je ne travaille qu'ici, dans la région Grand Est, que j'aime beaucoup. Effectivement, Skypeak était un prestataire qui est du coin, qui est d'Alsace même, il me semble.
qui a plusieurs sociétés aussi. Hein. Ils ne font pas que du drone, mais là c'était pour ce film du drone. Effectivement, il y a aussi tout un tas de techniciens en fait, qui sont de la région et qui travaillent par ces films qui viennent tourner qu'en Grand Est. Et ça fait bosser pas mal de gens, voire énormément. Donc après, talent ou pas, ça dépend. Il y a des techniciens, oui, les techniciens sont talentueux de toute façon. Non, après, importer, il y a des coups de cœur, probablement. On a importé le Marseillais, là. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce machiniste... Non, mais le pire, c'est qu'avec Julien, on est parce que le cinéma, il faut savoir, hein, c'est pas juste Julien et moi, hein, c'est un vrai travail d'équipe. C'est un art d'équipe, c'est un art commun, en fait. C'est pas juste deux mecs ou un mec qui réalise, quoi. C'est sans une équipe. On peut rien faire, on est juste là pour coordonner des gens, en fait, pour essayer d'avancer dans la même direction, pour mettre sur pellicule notre vision, entre guillemets. Mais avec Julien, donc on adore ça, en fait, le travail d'équipe. Et on est très fidèles le plus possible, justement, à nos équipes. Et à titre d'exemple, sur ce film, le chef machiniste était belge, car c'est un chef machiniste qu'on a rencontré en Belgique et quand on tournait notre 5e film qui s'appelait Kendisha, qu'on a repris sur notre autre film Deep House et là qu'on a fait revenir avec nous dans les Vosges. Pareil pour notre chef costumière qui est belge aussi, qu'on a fait venir à Bruxelles parce qu'on avait adoré travailler avec elle sur The Deep House. Pareil donc pour le fameux clap qui vient de l'Hérault, Cyprien, qu'on adore en fait, hein, qui est machiniste aussi, donc qui est venu de l'Hérault jusque dans les Vosges. Genre lui, il s'est caillé, mais il n'a pas compris les Vosges. Et donc voilà, donc il se peut effectivement que dans un ah bah ouais, mais le pire c'est que Fanny, c'était super, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment non plus assez peut-être mis en avant ton travail, mais la régie c'est essentiel. C'est-à-dire que la régie ne sont pas juste là pour faire de la régie. On pourrait dire la régie c'est quoi? C'est la table régie avec les bonbons là, et les chocolats. Non, la table régie c'est les mecs en fait qui font tout. C'est-à-dire qu'ils doivent tout gérer, c'est-à-dire nous bloquer des routes, nous trouver des hôtels, avoir des autorisations, etc. Et si tu n'as pas une bonne régie, bah, le film ne tourne pas, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avance pas, c'est-à-dire que... Alors justement, une régie, est-ce que c'est pas quand vous bougez de territoire, l'intérêt c'est d'avoir quand même des gens qui viennent du territoire en régie, parce que le blocage de route, le lien avec les communes, etc. Par exemple, son chef, Sylvain, qui est un super bon régisseur, lui n'est pas des Vosges. Donc lui venait de Paris. Mais il a eu besoin de faire. Il s'est appuyé sur elle. Et après, il s'est appuyé sur des locaux. Mais, et donc, en tout cas, on n'a pas on pourrait sans problème travailler avec des gens de Oui, bien sûr, en fait, ça aide énormément. Tu vois, que Fanny, elle connaisse, enfin, elle a son réseau et elle connaît tous les flics de la région. Que j'embrasse. Non, mais c'est vrai, ce que dit Alexandre, c'est-à-dire que aussi il y a un côté très pragmatique. C'est-à-dire que nous, on arrive avec notre vision artistique et de dire mais cette forêt on veut tourner là, c'est génial. Et puis derrière, elle dit ouais mais les gars, faut brancher l'électricité, il faut savoir où est-ce qu'on gare les camions, il faut savoir où est-ce qu'on peut installer des toilettes pour l'équipe, la cantine, où est-ce qu'on va pouvoir... Et donc du coup c'est nous un simple choix artistique comme ça, et en fait il y a une cascade derrière de problématiques et dont ils nous ont préservé. Non mais c'est vrai, ils nous ont préservé énormément. C'est-à-dire que ton rôle, toi, c'est de faire en sorte que tout ce que vous avez envie, ce dont vous rêvez, puisse être amené sur un plateau. Je veux un Big Mac, maintenant. On m'en a souvent demandé aussi. Maintenant, oui, en fait, c'est le but et c'est ce qui fait que c'est un métier de passion. Si on n'aime pas ça, on le fait pas parce que ça pourrait paraître hyper ingrat. Ça ne l'est pas. Dès l'instant, on a compris le sens de ce travail-là. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres corps de métier. D'ailleurs, on dit la régie, mais il y a la décoration aussi qui en plus, eux, n'ont pas forcément la chance de voir le plateau parce qu'ils travaillent en amont. Donc, c'est vrai que c'est... Mais eux, ils ont leur travail souvent qui est à l'image. Et puis ils travaillent moins, c'est ça que tu allais dire. Non, mais tu vois, les gens, tu vois, qui regardent un film ne pensent pas forcément à où étaient garés les 30 camions, et tu vois, où étaient branchés. Et donc, c'est en ça que ça peut paraître plus ingrat alors que c'est le nerf de la guerre. Et surtout, faire en fonction des choses non prévues, c'est surtout ça. Pour la petite anecdote, quand on tourne chez Chalet Mont Blanc,
On avait déjà installé notre cantine pour 2 ou 3 jours, parce qu'on y a tourné quelques jours quand même, à Gérardmer, voilà, sur les hauteurs de Gérardmer. Et ce jour, enfin une nuit, on tournait de nuit d'ailleurs, on tournait de nuit et vers 5-6 heures du matin, toute l'équipe était partie et on téléphone en disant la cantine s'est envolée. Voilà, donc toutes nos tentes, nos assiettes, tout le travail de notre cantine qui est locale, qui est de Nancy, tout s'était envolé, leur matériel. Et donc du coup, c'est aussi l'avantage d'avoir des mairies qui nous suivent, c'est-à-dire que premier réflexe, voilà, on se retourne vers la mairie en leur disant voilà, on est dans une situation compliquée, comment est-ce qu'on peut faire? Et là, on a eu une super réponse, on nous a tout de suite ouvert des portes qui nous a permis de continuer dans ce décor, parce que ça peut aussi, ne pas nourrir une équipe, c'est compliqué, ou trouver des solutions comme ça au pied levé alors qu'on tourne de nuit, ça peut être très délicat. Donc voilà, on a la chance de pouvoir avoir des gens qui répondent présents, et ça, c'est un vrai confort. Ce genre de problème que rencontre un plateau, les réalisateurs, ils en sont préservés tant que vous faites votre boulot, vous, finalement, est-ce qu'ils en sont préservés ou... Bah, oui, en général. Enfin, la cantine, on était au courant, du coup. Ils s'en foutent, généralement. Je pense que leur film... Non, mais t'as raison, de nourrir une équipe, c'est hyper important, parce que c'est surtout quand on tourne en extérieur, de nuit, il fait froid, on est fatigué, et c'est le moment où justement on se retrouve un petit peu sans... Voilà, on se pose, on se réchauffe, voilà, on refait le plein d'énergie, donc oui, quand elle s'est envolée, c'était un peu problématique, quoi. Mais du coup, vous tourniez quand ça s'est envolé, vous étiez encore en plateau de tournage? Non, c'était arrêté. D'accord. Parce que il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent pendant que vous êtes sur le plateau. En fait, vous êtes protégé par votre équipe. Non, mais bien sûr, en fait, on est mis au courant quand même, parce que voilà, de facto, on va s'en rendre compte. Mais oui, mais en fait, tous nos chefs de poste en fait nous protègent. C'est ça qui est génial, pour nous, c'est-à-dire qu'on a nos problématiques, on doit gérer nous d'autres choses, et toute la logistique, et effectivement, on nous préserve beaucoup de tout ça. Mais pour l'anecdote, ce qui était rigolo, c'est que le jour où on a perdu la cantine, on a quand même été hébergé à l'espace lac. Donc du coup, on a eu un soir où on s'est retrouvés, deux soirs où on a mangé, où la cantine s'est installée. Donc c'était quand même super classe. Nous qui sommes des aficionados du festival, on pourra dire qu'on a mangé là-bas, quoi. Donc c'était assez marrant, et comme le dit Fanny, la réactivité de Gérardmer, c'était génial. De me dire, ok, vous vous installez là, vous pouvez mettre voilà, tout le matériel, les camions et tout. D'où ton travail de relation entre les gens du territoire, les policiers, pour le blocage des routes. Il y a eu beaucoup de... toutes les scènes de route, elles étaient bloquées. Enfin, quand toutes les scènes de route étaient bloquées, Fanny? On en a bloqué. Bah oui, par sécurité, de toute façon, on est obligé. On ne peut pas se permettre d'avoir des techniciens sur la route et des voitures à 70, même 50 qui passent. Bien sûr, c'est tout le travail de préparation en amont qui s'effectue quand on arrive à déterminer les lieux le plus tôt possible. Nous, on fait les demandes auprès de la mairie pour que personne ne soit embêté dans ces démarches-là. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre des déviations en place et à travailler avec les communes justement pour que ça se passe bien pour les usagers et pour nous. Et au Val d'Ajol, notamment sur cette grande cascade, ça a été fait très en amont, on a été très bien accompagnés et toute la déviation avait été mise en place. Alors, il y a toujours des surprises, bien sûr, mais on se fait rarement insulter. Et ça fait plaisir, contrairement à certains endroits. Il faut saluer quand même des régisseurs qui se tapent les routes à barrer. Tout à fait. Là, il est là devant, regardez avec le bonnet. Le meilleur régisseur. Celle qui s'est tapé... qui était sur son petit strapeau, sur sa petite chaise pliable. Il a pas grandi une, vraiment. Et puis il devait arrêter les voitures, dire désolé, on tourne, et après les faire passer, etc. Mais là, c'est une tannée. Mais sans eux, par contre, on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un véritable travail d'équipe. Tout le monde a son importance. C'est pas, même si c'est entre guillemets des fois un peu hiérarchisé, mais à l'arrivée, non, c'est chacun vraiment a son rôle à jouer, quoi. Et par exemple, si Axel ne bloque pas la route, et qu'on est en train de tourner, qu'il y a une bagnole qui passe, je sais pas, Paul, Cascade. C'est fini. Si je peux ajouter quelque chose, moi qui je dessine, je fais de la sculpture, et quand on crée, d'accord, quand on crée et qu'on est seul, il y a une chose qui se passe, c'est que tu as ton geste,
t'as l'œil qui juge ton geste, t'as aussi la pensée qui va conduire ton geste, t'as ta santé qui va conduire aussi ton humeur, t'as ta psyché qui va enrôler tout ça. Et de faire un film, c'est plus qu'une armée en fait, c'est comme un être vivant. Et on va dire que ceux-là, ce sont le cerveau, et la régie, c'est comme le sang et les muscles en fait. Et nous, on est un petit peu la main, ou peut-être le crayon ou le pinceau. Derrière ça, en fait, c'est comme une sorte d'être, voilà. C'est beau ce que tu dis, Paul. Non, mais moi, je vois comme ça, plutôt que quelqu'un qui crée tout seul, je le vois comme un grand être qui crée ensemble, et donc l'harmonie elle est nécessaire, et c'est génial de travailler dans une travail d'équipe. Harmonieux, un travail d'équipe ou avec des gens qui sont, comme on disait, une équipe qui montre l'exemple, comme Julien et Alexandre. Non, mais c'est le moment où on se jette les fleurs. Non, mais Paul, en fait, il est arrivé aussi. Ce qui est très agréable avec toi, c'est que là, à l'écouter, on dirait qu'il a un ego, qu'il est complètement. Non, mais c'est que Paul, non, mais nos comédiens en général, on les bichonne, ils sont dans leur caravane, on vient les chercher juste au dernier moment, ils sont au chaud et tout, puis on les remet à l'abri quand on change les axes caméra, etc. Paul, il a été avec nous tout le temps. Et tout le temps en faisant partie de l'équipe, c'est-à-dire à aider, nous, avec Alex, on n'est pas du tout, comme on disait tout à l'heure, en fait, nous, on fait vraiment partie, on fait corps avec l'équipe, on n'est pas des réalisateurs, tu vois, dans notre tour d'ivoire, et en train de dire, vous faites ça et dépêchez-vous. Et donc, quand il faut porter des caisses, on aide tout le monde et on y va. Et c'est la première fois de notre vie qu'on voit un comédien porter des caisses, quoi. C'est-à-dire que Paul, il a fait, faut aider, ok, on y va. Et donc, alors qu'il n'avait pas du tout à le faire, il n'y avait pas du tout d'urgence et tout, mais c'était juste une espèce de simplicité de dire, bah ouais, ok, on y va, parce qu'on doit faire le plan d'après, et puis voilà, on est un peu pressé, bah ok, on porte les caisses, quoi. Donc ça, c'est assez, c'est précieux. Dans la parité, il y a beaucoup de nanas, en fait, et je pensais que c'était un peu sympathique de leur porter leur caisse. Et après, de te porter aussi. Et ouais, après... Non, mais c'est du plaisanterie. Non, c'est juste s'il y a une pièce qui traîne, je la prends. C'est simple. Ça donne envie de pouvoir revenir. Ou un autre. Bah ouais. Tu peux venir faire de la régie avec nous si tu veux. J'y ai pensé hier soir. Entrevoyant, je me dis, j'aimerais bien être dans l'équipe de Fanny. Franchement, si, ouais, j'arrête l'acteur, j'arrête de faire l'acteur. Et... Ouais, Fanny, elle a dit qu'elle restait. Et je viens m'asseoir sur des chaises avec Axel. Ouais. Bonjour, j'ai une question par rapport au fait que vous avez tourné dans la région Grand Est, et je voulais savoir si vous aviez un quota ou une exigence par rapport aux comédiens, puisque dans le Grand Est on a aussi beaucoup de comédiens, et est-ce que la région Grand Est, est-ce que le fait que vous avez un financement de la région vous oblige à avoir, à recruter, à casser des comédiens du Grand Est, ou alors vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez? Fabrice? Ça se fait évidemment en parfaite entente, mais évidemment le but, pour tout un tas de raisons, c'est évidemment de faire travailler les talents et les techniciens locaux. Au casting, on avait par exemple Francis Renaud, il est originaire de la région, on avait d'autres comédiens, la figuration, etc., la plus grande équipe technique. Donc évidemment, c'est normal, on vient tourner ici, on s'appuie sur la région et à tous les niveaux, et c'est aussi normal que nous on fasse travailler les gens de la région au maximum, que ce soit face à la caméra ou à l'arrière. La prestation aussi, ouais. Après ça dépend, moi je parle un peu du côté plutôt région pour le coup, ça dépend aussi des films. On a accueilli un autre film de genre plutôt sur Metz, Nancy, un petit peu Nancy, et le casting enfant, si je me trompe pas, je regarde Johan, il me semble que le casting enfant il était de notre territoire, les rôles principaux enfants dans l'eau, c'est des enfants de chez nous, voilà. Donc c'est Muriel qui me dit oui. Donc en fait ça dépend des films en fait et du casting qui va être fait par les réalisateurs, mais oui ça s'équilibre tout ça. Bonjour, moi j'ai une question sur la musique qui est musique originale.
donc un compositeur avec qui vous aviez collaboré précédemment. Ça m'intrigue de savoir comment vous travaillez sur un projet comme ça avec un compositeur. Est-ce qu'il vous fait des propositions en amont? Est-ce qu'il travaille à l'image avec vous? Voilà, quelles inflexions vous pouvez donner dans son travail? Est-ce que vous attendez dans son travail? En fait, oui, donc on a travaillé avec Raphaël Jesca, avec qui on a déjà collaboré sur plusieurs films. En fait, le plus compliqué finalement sur la composition, c'est de trouver la tonalité du film, donc quel type d'instrument, quelles influences, et donc à partir de là, c'est plus simple, c'est-à-dire qu'on a une ambiance générale, on sait vers quoi on se dirige. Alors avec Alex, on a des idées évidemment quand on écrit ou quand on tourne. En fait, on a des envies, donc on partage beaucoup avec lui. Souvent, il nous fait des propositions d'ambiance avant même d'avoir vu des images. Donc là, c'était pas vraiment le cas parce il recevait les plans qu'on tournait, donc ce qu'on appelle les rushs. Et donc comme ça, il pouvait s'imprégner déjà de l'ambiance, donc gagner du temps. Parce que plus on commence en amont, mieux c'est. Parce que composer dans l'urgence, c'est jamais très bon. Et après, il y a en fait le monteur du film, qui est très important pour nous, qui est un collaborateur de longue date depuis notre premier film, et qui s'appelle Baxter. Et en fait, avec lui, on place des musiques temporaires quand on monte le film. Et donc, on va chercher justement le ton aussi avec lui. C'est-à-dire qu'on va se dire, voilà, on essaye, on tente des choses, on dit tiens, on va prendre telle musique de telle série, de tel film, est-ce que ça fonctionne? Non, c'est trop daté, non, c'est trop moderne, c'est trop électro, non, on aimerait des sonorités un petit peu plus classiques, des vrais instruments. On se pose des questions et on tâtonne, on essaye ensemble. Et c'est vrai que Baxter a ce talent-là de trouver vraiment, de trouver la musicalité du film assez facilement. Et donc ça c'est un peu pénible parfois pour notre compositeur Raphaël, c'est-à-dire que très souvent nous on s'attache à cette musique temporaire et donc ça nous arrive souvent de lui demander d'émuler un petit peu ce qu'on a placé, de lui dire on voudrait vraiment dans cet esprit-là, est-ce que tu peux retrouver, donc du coup ça le bride un petit peu, mais avec les années on a appris à travailler de main dans la main, j'allais dire de concert, mais donc du coup, lui laisser une marge de manœuvre, en fait, de le laisser s'exprimer dans un cadre assez précis. Donc voilà, donc on lui dit, tu vois, là, on aimerait une musique qui soit, tu l'as vu dans ce qu'on appelle le theme track, donc dans les musiques temporaires. Donc là, c'est plutôt une musique d'ambiance, qui est plutôt synthétique, mais à partir de là, tu es libre de nous faire des propositions. Et donc là, après on fait des allers-retours, c'est-à-dire qu'il nous envoie on travaille par morceaux de film, donc toutes les 20 minutes, donc c'est des anciennes bobines, donc on coupe le film toutes les 20 minutes, on fait des tranches, et donc lui, il nous renvoie, il dit voilà ce que j'ai fait, et donc on lui corrige, on lui dit ça non, là t'es allé trop loin là-dessus, là il faut commencer plus tard, non là cette sonorité on n'aime pas, etc. Et on lui renvoie, il nous renvoie, et bref c'est une collaboration, quoi. Bonjour. Excusez-moi, je vais revenir sur l'aspect travail d'équipe. Vous parliez tout à l'heure, et les chefs de poste. On a parlé par exemple du chef régie, votre supérieur du coup, Fanny, c'est ça? Et je me demandais, quand on est en duo de réalisateurs, comment on choisit ses assistants réa? Quand on est à deux, c'est souvent la personne qui va beaucoup nous aider en fait sur le tournage. Quand on est à deux, est-ce que c'est compliqué? Et aussi, je ne sais pas combien il y a eu d'assistants réa sur votre tournage. Enfin, je ne sais pas si ça peut aider pour répondre. Généralement, il y en a 3 assistants. Il faut savoir que le premier assistant, c'est une pièce maîtresse, c'est lui qui fait vraiment le tampon entre l'aspect créatif du film et le côté plus pragmatique de comment vraiment on va faire physiquement ce film. Donc, c'est-à-dire, il fait le plan de travail, etc. Donc, c'est vraiment. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un de confiance. Nous, généralement, on travaille avec un premier assistant attitré et qui ne pouvait pas faire le film, là, donc on a travaillé avec un premier assistant qu'on ne connaissait pas, que Fabrice nous a recommandé, je crois, et qui était vraiment un mec super. Hein, donc voilà, donc on est, tu vois, on n'a pas entre guillemets choisi.
c'était plus sur, entre guillemets, sur CV, parce qu'il fallait trouver un remplaçant, donc c'était porte ouverte à candidature libre, entre guillemets, et ça s'est super bien passé. Et heureusement d'ailleurs, parce que si tu as un premier assistant qui fait pas son boulot, mais tu vas dans le mur, quoi, parce que c'est vraiment lui, là, il est charnière, vraiment, tu vois. Donc le mec a fait un travail incroyable, je pense qu'on retravaillera avec lui avec plaisir, en tout cas. Ouais. Assistant réel, c'est pas le mec qui nous fait le café, hein. L'assistant réel, il est là pour respecter le planning, c'est lui qui fait le planning, c'est lui qui fait le plan de travail, etc. Et qui est là pour qu'on arrive à l'heure, qu'on finisse à l'heure, dans de bonnes conditions, que tout le monde soit content, quoi. Donc, vraiment, c'est un travail très très dur, le premier assistant. Ouais, et puis il faut qu'on ait une confiance tu vois, très forte en lui et lui en nous. Parce que, mine de rien, en gros, on fait, pour rentrer un petit peu dans le détail technique, c'est-à-dire que nous, on aime bien travailler semaine par semaine, c'est-à-dire que le week-end, avec Alexandre, on découpe le film, c'est-à-dire qu'on choisit tous les plans qu'on va tourner journée après journée. Et ça, en fait, on l'envoie au premier assistant, et lui, ça lui donne une petite idée de ce qu'on a en tête, de ce qu'on veut, donc du nombre de plans qu'on va devoir faire par jour, donc du nombre d'heures qu'on va devoir passer dans le salon de la maison, dans la cave, etc. Donc il essaie de se faire une projection de comment on va travailler. Donc en l'occurrence, c'est bien d'avoir un premier assistant avec qui on a une connivence, on sait comment on travaille, il sait comment on travaille nous, est-ce qu'on va vite, est-ce qu'on va lentement, est-ce qu'on fait plusieurs prises, est-ce qu'on fait très peu de prises. Et donc ça, c'était un peu le risque en prenant un assistant qu'on ne connaissait pas. Mais ce qui est génial, c'est que il a tout de suite vu comment on fonctionnait. Et donc en l'espace de 2 jours, 2-3 jours, ça y est, il avait compris. Et donc du coup, quand on lui donnait tous les week-ends notre liste de plans, il voyait très bien comment ça allait se passer et que voilà, on aimait bien par exemple faire assez peu de prises quand on était content, on aime bien avancer, aller très vite et faire des configurations de caméra de telle et telle manière. Enfin bref, donc il a appris à nous connaître, quoi. Quand tu disais tout à l'heure que vous aviez fait des fois double tournage, enfin un tournage en simultané, c'était avec lui que vous discutiez de ça ou c'était lui qui vous le proposait par exemple? C'est lui qui nous l'a proposé, ouais. Parce que justement c'est lui qui essaie de faire rentrer, en fait c'est comme un Tetris, quoi. C'est-à-dire qu'il doit faire rentrer aussi parfois des ronds dans des carrés, et donc là il nous a dit, bon il y a quelques journées qui sont vraiment très compliquées, ça nous arrangerait si vous vous sépariez. Et du coup alors vous aviez un chef op en second qui était aussi... Je peux rajouter quelque chose? C'est lui qui m'empêchait de faire mes cascades aussi. C'est pour ton bien. Ouais, du coup, parce que tu avais 2 équipes caméra, donc c'était juste sur des petits moments de ce que je comprends, donc tu n'avais quand même pas 2 chefs-op en chef, entre guillemets, c'était quelqu'un que vous repreniez... En fait, quand on se sépare, c'est parce que c'est pas 2 grosses scènes. Tu vois, ce sont des scènes de dialogue où on sait que ce sera plus simple. En général, le chef opérateur reste sur un des 2 plateaux, mais il prépare le 2e plateau, c'est-à-dire qu'il vient, il est avec son assistant, et donc il règle la lumière, ils en parlent ensemble, et donc tout est préparé, et donc il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a pas 2 équipes caméra? Non. Enfin oui, il y a 2 équipes caméra, mais disons qu'il n'y a pas 2 chefs-op, il n'y a pas 2 premiers assistants. Je crois que c'est bon. On a dit le mot de la fin. Pas 2 équipes caméra. C'est nul comme mot de la fin. Non, mais bien sûr. Non, mais bravo encore. Et puis on espère que vous verrez le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il faut le voir sur grand écran. Allez-y là, c'est ouais, allez-y. Ce soir aussi ici. Et puis n'hésitez pas, en avril, Fabrice, la date, c'est début avril, 3 avril, c'est ça? 4 3 Oui, 5 3 avril. Ouais. Donc voilà, il sort en salle et on l'attend avec impatience. Et bravo encore à vous, bonne fin de festival, merci pour cette table ronde, profitez bien, revenez dans les Vosges.